Ta vidéo va. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue aux semaines de l'évolution professionnelle qui vont se dérouler du 10 au 21 octobre. Bonjour. Alors, nous allons commencer par quelques règles et consignes. Donc, vous avez la possibilité, comme vous pouvez le voir, de poser vos questions via l'onglet « Questions » du chat et nous y répondrons par contre en fin de webinaire. Nous n'allons pas interrompre la présentation pour répondre aux questions immédiatement. Il faudra attendre la fin pour qu'on puisse justement interagir via le chat. Donc, vous pouvez voter par contre tout au long du webinaire pour les questions qui vous intéressent le plus et justement, ça va les faire remonter. Et vous pouvez faire cela en cliquant dessus. Alors, la semaine de l'évolution professionnelle est du lundi 10 au vendredi 21 octobre. Les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, la PEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, la BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique organisent les semaines de l'évolution professionnelle en association avec leurs partenaires régionaux et nationaux. Cet événement est 100% digital, gratuit et accessible à tous. Il place, comme son nom l'indique, l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de 100 webinaires thématiques. Donc, nous allons nous présenter, enchantée. Je suis Olivia Wautier, je suis consultante RH et psychologue du travail au sein de Antea RH. Je suis située à Paris. Et moi, je m'appelle Maëva Girolimi-Lepage, je suis consultante en ressources humaines et psychologue du travail au sein d'Antea RH, mais en Corse, à Ajaccio précisément. Alors, nous allons commencer par, du coup, ce webinaire qui est sur le thème des pathologies d'usure au travail, le burn-out, le bore-out et le burn-out. Donc, finalement, de quoi on va parler ? Aller au travail est devenu une corvée et la motivation n'est plus au rendez-vous. Ce sont des questions que nous allons aborder. Et nous pourrons voir comment le conseiller en évolution professionnelle peut être un levier pour vous aider à faire le point sur votre situation et envisager des solutions. Alors, nous allons commencer par voir les caractéristiques du burn-out. Il s'agit d'un syndrome à 3 dimensions. On verra également les symptômes constitutifs du syndrome de l'épuisement professionnel, quelles en sont les mesures, les outils de mesure et de détection, les caractéristiques liées à l'individu et comment prévenir en agissant sur les facteurs de risque psychosociaux. Eh bien, justement, Maëva, ça tombe bien que tu présentes le burn-out parce que j'ai lu plein de choses à ce sujet et j'ai plein de questions. Alors, quelles sont tes caractéristiques ? Alors, le burn-out, il est conceptualisé pour la première fois par le psychiatre américain Freudenberg en 1975. En 1981, il y a Maslach et Jackson qui le définissent en disant que c'est un syndrome d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de l'accomplissement personnel qui apparaît chez les individus impliqués professionnellement auprès d'autrui. Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu entends par épuisement émotionnel ? En fait, l'épuisement émotionnel correspond au manque d'énergie, au sentiment que les ressources émotionnelles sont épuisées, à une démotivation pour son travail. Il occupe un rôle central dans le processus du burn-out. D'accord, et la dépersonnalisation, qu'est-ce que ça signifie ? En fait, c'est le développement d'attitudes interpersonnelles, de détachées, négatives, envers les personnes dont on s'occupe, comme des patients, des usagers. C'est une stratégie mal adaptée. Elle permet de faire face à l'épuisement des ressources internes en mettant à distance des bénéficiaires de l'aide. Et quand tu parles de la réduction de l'accomplissement personnel, qu'est-ce que tu entends par là ? Quand l'individu dévalorise son travail et ses compétences. D'accord, donc finalement, si j'ai bien compris, la définition d'aujourd'hui du burn-out, c'est qu'on s'entend sur un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan justement émotionnel. Tout à fait, Olivia. Le burn-out est un processus de dégradation du rapport subjectif au travail à travers 3 dimensions. Donc la première, c'est l'épuisement émotionnel. C'est la plus centrale. Sa première manifestation est une fatigue
extrême due à une exposition continue à des facteurs de RPS. Tu sais, c'est quand les temps de repos habituels, comme le sommeil, les week-ends prolongés, sont insuffisants pour soulager cette fatigue qui devient alors chronique. Mais alors, par rapport au travail, qu'est-ce que c'est le cynisme? En fait, c'est l'attitude de l'individu quand elle devient négative, dure, détachée vis-à-vis de son travail et des personnes d'ailleurs, comme les collègues, l'encadrement, les clients, les patients. Progressivement, l'individu se dégage de son travail, de la structure dans laquelle il évolue. Quelque part, il se déshumanise inconsciemment des autres. En quelque sorte, il s'agit d'un mouvement d'autopréservation face aux exigences, émotionnelles évidemment, du métier auquel la personne ne peut plus faire face. Parfois, c'est considéré comme une stratégie d'adaptation en réponse à la sursollicitation ressentie par l'individu. Hmm. Et il y a une troisième dimension, qui est la diminution de l'accomplissement personnel au travail. Tout à fait. La perte de l'accomplissement personnel, quelque part une dévalorisation de soi, qui traduit à la fois pour l'individu le sentiment d'être inefficace dans son travail, de ne pas être à la hauteur du poste. Mais attention, cette dimension fait l'objet de nombreuses controverses. Ça peut aussi être un trait de personnalité ou encore une conséquence du stress au travail qui n'aurait donc pas eu lieu d'intégrer dans la définition de ce syndrome. En fait, en résumé, le syndrome d'épuisement professionnel peut se traduire comme une érosion tripartite. D'accord. Donc finalement, cette érosion, c'est une érosion de l'engagement qui est en réaction à l'épuisement, une érosion des sentiments finalement à mesure dont le cynisme que tu nous parlais s'installe et de l'adéquation entre le poste et le travailleur qui est justement vécu comme une crise personnelle. Tout à fait. Alors, je voulais t'en parler justement, Maëvan, parce que j'ai beaucoup lu sur les différentes manifestations du burn-out et des troubles associés. Alors, j'ai vu qu'il y avait des manifestations émotionnelles, comme par exemple l'irritabilité ou l'hypersensibilité. Tout à fait. De manière plus globale, on peut parler d'un sentiment de perte de contrôle, comme des peurs mal définies, des tensions nerveuses, une humeur triste et même un manque d'entrain. La personne peut être, comme tu l'as dit, irritable, tendue, hypersensible ou à contrario, qui n'a aucune émotion. Hmm. Mais alors, les manifestations physiques, est-ce qu'il n'y a que, par exemple, la prise de poids, les troubles du sommeil, les nausées, ce genre de choses? Non, il y a aussi les troubles du sommeil, que tu as dit d'ailleurs, excuse-moi. Il y a également la fatigue chronique, les tensions musculaires avec des douleurs rachidiennes. Et comme tu l'as dit, prise de poids, des maux de tête, nausées. Ça peut même aller jusqu'au vertige. Hmm. Mais alors, les manifestations cognitives, finalement, est-ce qu'il n'y a que la baisse de concentration ou les décisions difficiles? En fait, de manière plus globale, c'est le retentissement sur les capacités de traitement de l'information. Donc la diminution de concentration, les difficultés à réaliser plusieurs tâches à la fois, à les nuancer et à prendre des décisions également. Hmm. Et tout ce qui est manifestation comportementale. Alors, il existe des manifestations comportementales qui peuvent être, par exemple, le repli sur soi, l'isolement, des comportements agressifs également. Une personne peut éprouver du ressentiment, de l'hostilité à l'égard de ses collègues, pouvant aller jusqu'à des comportements addictifs, tu sais, comme le tabac, l'alcool, les drogues. Hmm. Et j'ai vu qu'il y avait également, du coup, des manifestations motivationnelles qui sont liées, finalement, si j'ai bien compris, à l'attitude. Tout à fait, comme la baisse de motivation, le moral en berne, l'effritement des valeurs associées au travail, quelque part le sentiment d'être pris au piège, de douter de ses propres compétences. L'individu, il se dévalorise. Ces manifestations ne sont d'ailleurs pas propres au burn-out. Elles peuvent être caractéristiques d'une exposition prolongée à plusieurs facteurs de risques psychosociaux et peuvent s'apparenter à des symptômes de stress chronique. Hmm. Donc, justement, en termes de facteurs de risque, j'entends que le stress chronique et le syndrome d'épuisement professionnel sont finalement assez similaires. Où est-ce que se situe la différence? Et en fait, Olivia, la principale différence se situe au niveau de l'engagement dont peut faire preuve l'individu dans son travail. Tu sais, le déséquilibre qui devient trop important entre sa réalité de travail, donc de ses conditions de travail, et ce que le travail devrait être au regard de ce que son métier représente pour lui. Hmm.
Mais heureusement, Maëva, il me semble qu'il y a des outils de mesure et de détection du burn-out qui existent. Il y a notamment le MBI, le Maslach Burnout Inventory, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est le questionnaire scientifiquement validé le plus utilisé aujourd'hui. Il se décline en deux versions, soit pour une population spécifique, comme les professions d'aide, de soins, les professions d'enseignement ou de formation, soit pour une population plus générale. Son objectif est de repérer au niveau collectif les phénomènes de dégradation du rapport subjectif au travail et permettre ainsi de revenir sur les difficultés, les impasses, les dilemmes et les contradictions auxquelles se heurtent les travailleurs dans leur milieu professionnel. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait dans mes lectures d'autres outils de prévention et de diagnostic, comme par exemple le Copenhagen Burnout Inventory, le CBI, qui est justement une auto-évaluation qu'on peut se faire soi-même, qui permet l'exploration des trois dimensions du burnout, l'épuisement personnel, l'épuisement professionnel et l'épuisement relationnel. J'ai vu qu'il y en avait d'autres comme le Burnout Measure, qui évalue, lui, uniquement l'épuisement physique, émotionnel et mental, ou bien le Oldenburg Burnout Inventory, qui évalue les deux dimensions de l'épuisement et du désengagement. Attention, hein, Olivia, ces questionnaires sont complémentaires des données de vécu au travail et des signes cliniques observés et entendus, notamment par l'équipe de santé au travail. Ah oui, donc il vaut mieux se référer aux professionnels de santé. Tout à fait. D'ailleurs, en ce qui concerne les caractéristiques liées à l'individu, le lien entre l'épuisement professionnel et le genre, l'âge et le niveau d'études n'est pas forcément établi. Les résultats des études sont assez divergents. Oui, mais en revanche, comme pour le stress au travail, les études montrent que les traits de personnalité jouent un rôle dans la survenue de l'épuisement professionnel, il me semble. On peut notamment citer le lien entre ce syndrome, l'instabilité émotionnelle, donc tout ce qui est tendance à percevoir, construire et ressentir la réalité et les événements comme menaçants, pénibles et problématiques, et justement le caractère consciencieux d'un individu, c'est-à-dire être méthodique, organisé, méticuleux ou persévérant, par exemple. Tout à fait. Le burn-out résulte d'une exposition prolongée à un facteur de risque psychosociaux. Il crée un déséquilibre important pour l'individu ne disposant plus de ressources suffisantes pour faire face aux exigences de son travail dans le respect des valeurs de son métier. C'est un déséquilibre qui peut compromettre son engagement professionnel. D'accord. Donc finalement, pour le burn-out, prévenir en agissant sur les facteurs de risque psychosociaux sont tout à fait possibles, que vous soyez manager, salarié, du service RH, CSE peut-être ou même dirigeant. Il est important de prévenir le burn-out de manière à la fois individuelle mais aussi collective. Vous savez, chaque action compte, peu importe son niveau. Le soutien du collectif compte pour beaucoup dans la prévention du burn-out. Il est par exemple important de s'informer et de former les travailleurs. C'est un axe de prévention. Il est important de sensibiliser les travailleurs au RPS pour être en capacité de détecter d'éventuels signaux émanant des collègues ou même de soi-même. Il est important également de veiller à la charge de travail. Il y a des pistes, par exemple, s'assurer de la planification des emplois du temps ou bien les prises de congés, planifier suffisamment de travail à l'avance, établir un dialogue sur les moyens pour atteindre les objectifs. Et s'il y a par exemple une augmentation du travail, il faut mettre en place des indicateurs de suivi. Il faut également, il est très important, garantir un soutien social solide au sein de son collectif. Donc discuter collégialement sur les situations de travail, par exemple les difficultés qui sont récurrentes, quel plan d'action pour y pallier, comment efficacement atteindre les objectifs. Voilà, tous ces dialogues sont très importants. Mais il y en a d'autres, n'est-ce pas Maëva? Oui, il faut donner et solliciter des marges de manœuvre. Le travailleur doit être force de proposition à son poste de travail. Il y a d'ailleurs des outils comme la rédaction de fiches de poste en co-construction, une communication interne régulière et transparente pour avoir un terrain favorable à la proactivité de tout le monde. Il faut également s'assurer d'une juste reconnaissance du travail, des ressources mobilisées par le travailleur. Il s'agit encore une fois d'être transparent et équitable dans les processus de reconnaissance des uns et des autres. Il faut discuter des critères de qualité de travail. L'engagement est une notion importante dans l'implication du burn-out. Les attitudes motivationnelles sont étroitement liées à la reconnaissance.
La reconnaissance par autrui est liée à la reconnaissance de soi-même dans les actions du quotidien. Merci Maëva. Alors maintenant, place au bore-out. Finalement, qu'est-ce qu'on va voir au sujet du bore-out? Bien, écoute, on va commencer par une petite définition du terme et ses origines. On y verra les risques associés. Est-ce qu'il y a un profil type? Quelles sont les stratégies de contournement et les acteurs à privilégier? Et comment nous pouvons en sortir? Alors, j'ai lu que la notion est attribuée à 2 consultants suisses, M. Rosling et M. Werder en 2007. Mais j'ai vu que peu de littérature est dédiée au bore-out actuellement. Tout à fait. Il y a une littérature qui est abondante sur le boredom, qui est en fait l'ennui au travail. Cette notion a été conceptualisée comme un état émotionnel désagréable de faible stimulation et d'insatisfaction engendré par la situation de travail qui n'offre pas assez de sollicitations. Ah, je constate que le bore-out, finalement, est dû à plusieurs facteurs. Et il peut déjà trouver, par exemple, sa source dans l'ennui. C'est ça? Tout à fait. Cette notion est conceptualisée dans le modèle de Karasek. En fait, c'est lorsque la situation de travail est passive et qu'elle combine peu d'exigences au poste de travail et également peu de latitude décisionnelle. Il y a un autre facteur qui peut être à l'origine du burn-out. C'est une triple rupture. Tout à fait. Donc déjà, D'accord. on va parler d'une rupture du temps, donc des rythmes des activités quotidiennes et futures, une rupture dans l'espace de l'organisation de travail et une rupture des frontières du métier. Tu sais, les périmètres des compétences, les savoir-faire, les formations. Mais alors, du coup, la situation du burn-out, elle peut être induite par des caractéristiques du poste même des Tout individus. à fait. Les tâches monotones, répétitives, tu sais, une sous-charge qualitative, des tâches de surveillance, une sous-charge quantitative. Hmm. On va maintenant se questionner finalement, Maëva, sur les risques associés au burn-out. Il y a 6 familles de risques. Le premier, justement, c'est le risque psychosocial multifactoriel. Donc, il y a par exemple la crainte du regard social. Quand on pose la question « Que faites-vous dans la vie ?» C'est une question clé qui est normalement utilisée pour nouer un contact avec un inconnu. Il y a le conflit moral. On dit par exemple communément tout travail mérite salaire. Donc, faire des efforts pour gagner de l'argent, c'est normal, d'autant qu'un contrat scelle l'accord entre l'entreprise et le salarié. Alors, justement, quand le contenu du poste se vide à tel point que la tâche n'a plus lieu, la question du mérite se pose. Un salarié honnête peut en souffrir, justement, jusqu'à aller même jusqu'au conflit de valeurs qui devient une source de souffrance psychique. Il y a un autre risque, le risque organisationnel. Il faut justement analyser et comprendre l'organisation du travail dans l'entreprise pour permettre de dresser une cartographie des risques du burn-out. Un autre risque est le professionnel métier. Le burn-out peut trouver son origine parfois dans le niveau de formation du salarié qui n'est pas adapté à son poste. Il y a également le risque de perte de repères, l'histoire de l'entreprise, comme par exemple une réorganisation successive, un rachat, une fusion, un rapprochement, et celle des salariés qui dessinent une empreinte commune qui brouille les repères identitaires de chacun. On connaît aussi le risque de placard, qui peut être de 3 types. Donc le type social, le salarié est situé physiquement dans les espaces de travail et avec les autres. Il peut s'agir par exemple d'un poste aménagé qui officiellement lui permet de reprendre une activité, par exemple suite à un problème de santé, mais dans lequel il n'y a plus de substance. Cette situation devient à moyen terme dérangeante lorsque le salarié a repris ses marques et demande à réaliser du travail concret. Il y a également le type libéré, où le salarié est libéré de toute contrainte, de toute traçabilité sur son activité à son employeur. Souvent, c'est lorsque le salarié est proche d'une direction opérationnelle, à qui on laisse une totale liberté sur la journée. Ces types de placards ne font pas souffrir outre mesure, car les personnes sont occupées, mais elles perdent le sentiment d'appartenance et leur identité métier au profit d'une autre identité professionnelle. Il y a également le placard de type chargé de mission, où en fait c'est une absence de rattachement hiérarchique clair et de contenu de mission tranché qui lui confère une absence totale de légitimité. Il sert souvent de variable d'ajustement quand l'entreprise tient à préserver ses emplois.
Mais il y a aussi des risques invisibles. Le burn-out se nourrit de tabous, de doutes, de ruminations qui mènent à la procrastination. Il y a un réel effet de la non-action, un inconfort émotionnel dû à la dissonance cognitive. L'inhibition de l'action ou le non-faire dégrade fortement la dynamique des processus cognitifs et psychiques, pouvant entraîner une altération de la santé plus importante même que l'action mobilisant les ressources du sujet, même si au final, cette dernière ne sert à rien. Du coup, Maëva, après tous ces risques associés, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un profil type? Alors, on ne peut pas faire de profil type du salarié qui s'ennuie, mais il existe 3 causes racines. L'organisation, donc la répartition de la charge de travail, le savoir-faire, donc ses compétences, et ses motivations, ses intérêts, ses envies, son ambition. Le tout cristallisé sur fond d'histoire individuelle. Il est important d'observer les comportements sociaux et leur niveau d'interaction avec le reste des salariés. Donc finalement, il est là le lien avec le burn-out. Il y a des études qui sont disponibles qui font apparaître un lien avec une faible satisfaction au travail, le stress, une diminution de l'engagement et de la performance, mais aussi des comportements contre-productifs, par exemple un turnover important dans l'entreprise ou l'intention de quitter l'entreprise, justement. Il y a même des conséquences en termes de soutenabilité du travail, de la santé perçue, de symptômes de stress, de dépression et d'accidents même du travail, voire des risques de conduite addictive. Et oui, la souffrance issue du burn-out est beaucoup plus subtile à décoder car elle est mal assumée par le salarié. Celui-ci, il évoque un ennui, mais par manque de stimulation de son poste, ou l'envie de changer parce qu'il aspire à plus de responsabilités. En bref, rien de très alarmant à première vue, bien que s'y trouvent déjà les racines du burn-out. Le salarié qui sait qu'il s'ennuie, mais ne bouge pas, ni ne met de projet en route, attendant que quelque chose se passe, toujours en dehors de lui. En effet, le désir du travail est ici empêché, étouffé par la plainte et la souffrance. Donc finalement, il y a plusieurs stratégies de contournement. Et quelle est la première? Eh bien, en fait, la première tentative va être de rationaliser pour éviter les effets négatifs liés à l'ennui. Et la En deuxième deuxième, tentative, ce serait de en faire preuve de deuxième, créativité. Maëva, ne me coupe pas la parole. mais oui, autant pour moi, Olivia, excuse-moi. Effectivement, la créativité afin d'élaborer les stratégies d'évitement et de contournement de l'ennui, comme occuper son temps, trouver dans la moindre activité un rôle à tenir le plus longtemps possible. Donc, passé ces deux stades, est-ce que le salarié enclenche forcément un troisième niveau de stratégie de contournement? Il peut. L'ennui devient tel qu'il prend la décision de traiter ses affaires personnelles sur le lieu de travail, d'échanger avec les collègues en démultipliant autant que nécessaire les pauses de café, cigarettes, les déjeuners. Le tout d'ailleurs avec une certaine agilité sociale. Il y a des acteurs privilégiés en relais. Les salariés sont en attente d'ailleurs d'une forme d'autorité qui les guide. Le manager de proximité. Les salariés Oui. attendent qu'il leur redonne une activité à faire. Et les services RH aussi. Oui, d'ailleurs, sans forcément qu'il y ait un accord GPEC, il y a des entretiens professionnels qui sont obligatoires depuis la réforme de la formation professionnelle et ça peut amorcer des solutions. Sachez en tout cas que lorsque vous vous ennuyez au travail, ça peut être un bon moment pour démarrer une réflexion en profondeur sur son évolution professionnelle avec l'aide justement des responsables mobilité ou bien de consultants, de responsables formation. Les RH, en tout cas, peuvent enclencher des bilans de compétences, faire des points de carrière, des entretiens conseils, aider à l'élaboration de projets et plein d'autres choses. En tout cas, l'autorité de compétences fait partie de leur mission et est très entendue généralement par les salariés. Mais il y a également l'autorité qui renvoie à sa propre responsabilité. Le salarié peut se remettre en question et mettre en œuvre des actions concrètes, comme la veille du marché du travail, une recherche d'opportunités professionnelles, une prise de contact avec des cabinets de recrutement ou des acteurs de l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle. Donc finalement, pour en sortir, le travail définition quand même une bonne partie de la vie sociale, c'est bien de la notion de reconnaissance dont il est question. Cerner les enjeux de son burn-out est très important. On peut se questionner. Est-ce
Est-ce que le salarié gagnera temporairement et à long terme? Et si oui, de quoi? Et si la situation l'empêche réellement d'agir, n'y a-t-il pas une activité qu'il puisse exercer en dehors ou en périphérie de son travail, peut-être pour ne pas tomber en dépression? Il y a des hobbies, il y a par exemple du bénévolat qui est possible. Il faut se questionner. Il y a des thématiques, des questions abordées, par exemple l'utilité de soi, l'engagement de soi dans l'action et de l'empowerment. La construction identitaire et la reconnaissance de soi au travail est important. Et finalement, ce qu'on fait et en retour, qu'est-ce qu'on reçoit de son entreprise. Le premier préventeur, ça reste le médecin du travail. Lorsqu'une fatigue chronique se trouve chez un salarié qui occupe un poste sans enjeu, avec peu de sollicitations, une activité quotidienne inférieure à 2 heures, ce sont des signes qui doivent alerter le médecin du travail d'un risque de bore-out. Il est légitime pour alerter sur les risques d'usure par l'ennui. Mais il y a également la responsabilité du collectif. Il est de la responsabilité de l'employeur de prévenir des effets sur la santé des organisations de travail, notamment par le biais de l'évaluation des risques professionnels. Les services RH disposent des outils de prévention, comme les entretiens d'évaluation, qui permettent de faire un bilan de l'année écoulée et un point sur les attendus du poste en termes de contenu, de charge, de compétences et d'intérêt. En plus, l'entretien professionnel est devenu obligatoire tous les 2 ans. Il y a également les conseils en évolution professionnelle ou les CIBC qui peuvent mettre en place des bilans de compétences, des pépinières d'entreprise, des congés de création d'entreprise. Que ce soit aussi bien le CEP ou les entretiens professionnels, ils permettent de mieux identifier les compétences, transférables ou non, ainsi que celles requises pour un poste ou une fonction. Merci Maëva. Et du coup, Olivia, au niveau du burn-out, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? Et évidemment, on va voir la définition, évidemment. On va voir si l'individu est concerné, quels sont les symptômes, comment en sortir, ce qui est très important, et surtout comment retrouver du sens. D'accord. Pour être heureux, pour avoir une joie de vivre, la motivation de se réveiller tous les matins, on a forcément besoin d'éléments positifs, de motivation profonde. Et quand les personnes perdent le sens du travail, qui sont empêchées de montrer leur personnalité, leurs idées au quotidien, les envies, les valeurs au travail, cela peut influencer le sens même de leur vie, même au-delà vraiment du travail en lui-même. Donc, du coup, la définition du burn-out serait justement comme la pathologie du sens. Oui, c'est justement la conséquence directe de ce que l'anthropologue David Graeber a nommé en 2013 les bullshit jobs. Le burn-out peut aussi se traduire par une baisse de courant qui désigne les pathologies qui en sont la conséquence. Et quelle est la cause principale, en fait, du burn-out? Eh bien, c'est une incompréhension croissante par rapport aux finalités et aux objectifs du travail effectué. C'est une forme de souffrance qui a des conséquences graves pour l'individu. Ça va venir impacter même le comportement de l'individu, l'appréhension du monde réel et de la santé. Tout cela va se déséquilibrer et il peut y avoir des symptômes d'épuisement psychique et physique qui peuvent apparaître. Mais Olivia, en quoi le burn-out est différent, en fait, du burn-out et du bore-out? Eh bien, pour savoir si vous êtes concerné, contrairement aux autres, la personne en burn-out est toujours fonctionnelle et peut rester active. Elle a cependant un sentiment d'absurdité de son travail. Elle n'est pas en surcharge, elle ne s'ennuie pas, elle est déçue, elle est incomprise, elle se dit souvent bon, je suis saoulée par mon travail. La perception qu'elle a est celle d'un travail qui est justement dénué de sens. Il en découle une certaine lassitude ou un cynisme qui finalement ressort de la personne qui se sent victime de son travail. Mais l'entreprise, elle a un rôle à jouer là-dedans. Ben oui, elle peut être considérée comme un élément favorable à l'avènement de ce type de pathologie, malheureusement. Elle peut créer des situations irrationnelles au travail qui peuvent être dues par exemple à de mauvaises décisions, un manque de clarté, des objectifs flous. Tout cela va entraîner chez les travailleurs une incompréhension, un désengagement, voire même de la dépression. Et
justement une dévalorisation de soi-même. Donc, par exemple, il y a des troubles fréquents en rapport avec l'embauche de hauts diplômés qui peuvent, suite à leur début d'activité, mettre le cerveau un petit peu en veille à cause d'une fatigue croissante. Et là, il peut y avoir un risque de dépression qui va se chroniciser. On appelle ça la logique du chiffre d'affaires. C'est travailler pour l'argent malgré que le projet aille à l'encontre de son éthique et de ses valeurs. Et dis-moi, Olivia, comment je fais pour savoir comment il se manifeste chez moi? Il peut être intéressant de s'auto-tester. Par exemple, Maëva, le quotidien britannique de Télégraphe, a listé 10 comportements et sentiments qui, justement, ressentent les personnes en burn-out. Par exemple, il y a dans cette diapo 3 questions que vous pouvez vous poser. Le travail que vous effectuez, ça vous satisfait-il actuellement? Comprenez-vous la finalité de vos activités et leur intérêt? Vous sentez-vous en cohérence avec la politique de cette entreprise? Si vous répondez non à au moins 3 de ces questions, il y a un risque de burn-out. Et du coup, Olivia, il y a des symptômes pour le burn-out? Oui, bien sûr, le stress, la dépression, les troubles de santé physique ou qu'on appelle du coup la somatisation, et enfin les signes de détresse et de dépression sont des signes de souffrance au travail. La souffrance au travail, finalement, elle entraîne bien souvent des risques d'erreurs, des oublis, une importante diminution d'efficacité et des risques accrus d'accidents au travail. Ah, mais oui, j'ai vu d'ailleurs une liste basée sur le travail du docteur François Baumann. Tout à fait. Il y a même des formes graves. Par exemple, la nécessité de l'arrêt du travail. Donc là, le travail, c'est qu'il n'est plus du tout investi, ne représente plus rien, il n'y a plus d'intérêt ni d'avenir, il vous fait plus de mal que de bien, il vaut mieux à ce moment vous mettre en arrêt de travail. La vie en dehors du travail peut aussi perdre toute sa valeur. Non seulement le travail n'a plus d'intérêt, l'intérêt qu'il pouvait représenter avant, mais le désintérêt se porte sur toute la vie sociale. Donc cette disparition de l'intérêt pour toutes les activités familiales ou ludiques est le signe d'un burn-out en cours d'évolution. Une fatigue progressive et excessive peut apparaître. Ça va ralentir à son tour toute activité. Pour beaucoup, c'est cette phase qui va affirmer un diagnostic de burn-out. Cela se traduit aussi par un désir moindre pour toute chose, comme un dégoût pour ce que l'on appréciait pourtant avant, les modifications de poids également, et bien sûr, il faut savoir que l'ennui peut rendre boulimique et l'anxiété aussi. Il faut faire donc très attention à votre santé. Bien sûr, Maëva, tu peux demander conseil aux professionnels de l'orientation et de la santé. Tu as également les centres de bilan de compétences et centres de santé au travail qui peuvent venir t'aider. Et si je veux en sortir, alors comment je dois m'y prendre? Eh bien, il faut se poser des questions clés. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Quel type d'activité garde encore un sens pour moi? Est-ce que je suis toujours compétent? Quelles sont mes motivations et mes valeurs? Le but vraiment ultime, c'est de retrouver du sens à son travail et même plus loin à sa vie. D'accord. Donc en fait, le burn-out, il se manifeste quand le travail ne sollicite plus ni l'intelligence, ni la créativité de l'individu. L'individu, en fait, quelque part, il devient simplement exécutant. Il ne prend plus d'initiative. Il travaille comme de manière automatique. C'est de la survie quelque part et non de la vie. Oui, c'est pour ça qu'il est justement important de se renforcer. S'en renforcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper de soi, s'occuper de son corps, évaluer ses propres compétences. Par exemple, faire un bilan de compétences ou bien réapprendre à s'accorder des plaisirs et ne pas s'investir tout le temps dans le travail. C'est prendre le temps de faire des pauses de réflexion. Reprendre le contact avec la nature, par exemple, et retrouver un lien social. Je ne sais pas, avoir d'anciennes habitudes ou des connaissances, ou bien reprendre un hobby, du sport, une passion. En tout cas, il ne faut pas hésiter à demander du soutien. Alors, tout ce qui est à éliminer, si jamais vous vous sentez, si vous avez ce type de symptômes, c'est tout ce qui est routine, habitude, absence de renouvellement et des activités qui sont ce qu'on peut appeler à chemin bloqué. Vous pouvez envisager par contre de changer de travail ou de vous réorienter, que ce soit partiellement ou totalement. Et pour cela, le conseiller en évolution professionnelle peut venir à votre aide. Donc finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, le conseil en évolution professionnelle,
constitue un processus d'appui à tous les salariés indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Tout à fait. Alors, sachez que c'est un processus qui est complètement gratuit, qui reste confidentiel entre vous et le conseiller. Le conseiller a un devoir de neutralité. Il est forcément très accessible. Il est tout à fait possible, vous allez le voir tout à l'heure, de vous connecter au site internet et d'avoir un rendez-vous rapidement. Et bien sûr, le conseiller professionnel est impartial. Et alors, c'est pour qui, du coup, ce service ? Il existe pour différents types. Donc, il y a par exemple pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, il y a beaucoup d'interlocuteurs, dont Antea, dont nous faisons partie. Il y a les EVA, il y a la PGE, Axis. Pour les cadres, il y a l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, il y a le Pôle emploi. Et pour les moins de 26 ans, il y a les missions locales. Et pour les salariés en situation de handicap, il y a le Cap emploi. Donc, il ne manque pas d'interlocuteurs. Et quel est l'objectif ? Eh bien, justement, le conseiller accompagne dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, selon la situation, viser une évolution, viser une certification professionnelle, une reprise, une création d'activité, un développement des compétences, une mobilité interne à l'entreprise ou même externe, ou bien la reconversion ou la transition professionnelle. Et comment ça se passe ? Eh bien, par un conseil individualisé et adapté qui permet justement d'exprimer la demande et son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information, donc d'abord sur les métiers, quelles sont les possibilités de formation, quel est l'environnement professionnel qui est possible, quels sont les dispositifs de financement à envisager pour les personnes. Il faut identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner, et cela est fait justement avec votre conseiller. L'accompagnement est également personnalisé et il permet d'accéder à toute information utile à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité du projet, de construire un plan d'action pertinent et être accompagné dans sa mise en œuvre. Et si je veux prendre rendez-vous, alors comment je peux faire ? Eh bien, rien de plus simple, c'est tout à fait possible via notre site internet Je m'informe et je prends rendez-vous sur le www.moncep.org. Eh bien, écoute, merci Olivia pour toutes ces précisions. Et merci Maëva d'avoir partagé avec moi ce webinaire. Nous allons maintenant regarder du coup les questions qui sont ressorties pendant le webinaire. Alors, je vois que la première personne, Madame Valérie Tanguy, est en arrêt depuis plusieurs mois pour burn-out, après contact avec sa médecine professionnelle qui lui a répondu qu'elle intervenait dès l'instant où il y a reprise de travail avec la visite de pré-reprise. Doivent-ils apporter une aide pendant l'arrêt de travail ? Alors, normalement, puisque vous êtes en arrêt de travail, il n'y a personne qui a le droit de vous solliciter, justement, pendant votre arrêt. C'est pour ça que la médecine professionnelle, elle intervient au moment où il y a reprise de travail, et non pas pendant votre arrêt. Alors, pourrez-vous nous diffuser la présentation ? Parce que vous n'avez pas eu le temps de noter. Tout à fait, de toute façon, vous aurez accès à la présentation. Tout à fait, oui. Une fois qu'on aura terminé, tous les webinaires de la semaine de l'évolution professionnelle vous seront mis à disposition. Existe-t-il au sein de l'APEC ou autre organisme des communautés ou des ateliers spécifiques aux personnes en arrêt de travail en lien à un burn-out ? Il y a énormément d'ateliers qui peuvent être possibles donc au sein des différentes institutions dont nous avons parlé précédemment. Je me remets sur la slide. Voilà, pour les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, pour les cadres, les demandeurs d'emploi, moins de 26 ans et les personnes en situation de handicap. Sachez que chacune de ces institutions sont tout à fait aptes à vous aider, à vous faire des entretiens individuels, collectifs, des ateliers spécifiques ou bien un accompagnement qui peut être psychologique. Alors, je vois Olivia qui a une question qui demande est-ce que c'est possible de faire un burn-out, un bore-out et un burn-out en même temps ?
Eh bien, oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maëva, mais pour moi, oui, tout à fait, parce que disons que... Alors, il y en a certains qui sont un petit peu compliqués, parce qu'il y a une perte de sens. Quand on a une perte de sens et d'utilité au travail, est-ce que c'est compatible avec, par exemple, le burn-out qui serait une surcharge, qui serait trop d'émotions au niveau du travail, trop de sensibilisation au niveau de certaines problématiques. C'est possible de faire le tout en même temps, peut-être qu'avec certaines pathologies plus avancées que d'autres. En tout cas, le tout peut faire justement une situation d'épuisement professionnel. Et là, c'est la sonnette d'alarme. Si jamais vous vous sentez mal, vous avez bien sûr les établissements de santé qui sont là pour vous aider. Et ensuite, pour recréer derrière un lien avec le travail, avec un projet professionnel, vous avez justement, toujours pareil, les interlocuteurs qui sont là pour vous. Alors ensuite, alors pour Madame Delphine Soyer, donc qui est salariée en CDI actuellement en situation d'épuisement professionnel et en arrêt depuis plusieurs mois avec un suivi psychologique et de la médecine du travail, comment mobiliser le CEP et quelles étapes conseillez-vous pour sortir de cette situation et engager une reconversion professionnelle? Alors, du coup, je me remets sur la slide. Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple, vraiment, c'est sur le site internet. C'est très accessible. En tout cas, si vous arrivez à vous engager dans ce processus, bravo à vous, parce que c'est aussi très, très dur de pouvoir se dire « j'ai besoin d'aide ». Déjà, se mettre en arrêt, c'est la possibilité pour vous de prendre un temps pour vous, de respirer, de réfléchir, de faire le point et de vous occuper de vous-même, parce que souvent, quand on est en situation d'épuisement professionnel, c'est qu'on a donné beaucoup pour les autres et qu'on s'est un petit peu oublié au passage. Donc déjà, c'est important que vous preniez du temps pour vous, vraiment, pour réactiver vos piliers. Qu'est-ce que vous aimez faire, quels sont vos hobbies, vos passions? Est-ce que vous voyez un petit peu peut-être des personnes... des proches, vos proches que vous avez peut-être un petit peu perdu de vue pendant que vous étiez en situation d'épuisement professionnel. C'est important de renouer les liens. Tout ça va venir justement vous fortifier, vous rééquilibrer déjà personnellement. On s'occupe du personnel avant de s'occuper du professionnel. Et ensuite, quand vous vous sentez un petit peu plus d'aplomb, quand vous sentez que vous êtes un petit peu plus reposé, là, vous pouvez sortir justement de cette situation et engager une reconversion professionnelle. Alors, c'est tout à fait possible, donc de la même manière, en prenant rendez-vous avec le CEP qui va vous aider, ou alors faire également, je peux vous conseiller de faire un bilan de compétences qui fait justement l'analyse de votre parcours, alors que ce soit votre satisfaction personnelle, il y a une étape, forcément une phase d'analyse personnelle, une phase d'analyse professionnelle, où on regarde justement votre parcours, vos expériences professionnelles, on voit ce qui vous a plu, les moments où vous avez été épanoui au travail, les moments où justement ça s'est mal passé, on va dire, et donc du coup, finalement, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'il serait intéressant de changer de secteur d'activité ou bien de changer de poste? À ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle des enquêtes métiers, où vous allez à l'encontre des professionnels, des métiers pour lesquels vous avez un intérêt, vous discutez avec eux, quel est leur quotidien, quels sont les contrats du travail, quelles sont les compétences, une semaine type peut-être. Voilà. Et c'est intéressant justement de pouvoir venir creuser différentes pistes pour explorer et avoir de nouveaux horizons professionnels. Et à la suite de ça, vous pouvez faire des stages et vous pouvez ensuite faire un choix pour une formation. Donc, encore une fois, le CEP peut venir vous aider là-dessus et également tous les différents interlocuteurs, je me remets dessus, pour justement venir vous conseiller dans ce type de démarche. J'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à en reposer d'autres. Alors, le manque d'empathie, de lien avec son manager et les membres de l'équipe peut-il être une caractéristique du burn-out, burn-out ou burn-out? Alors, la question, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, c'est-à-dire un manque d'empathie, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas d'empathie pour votre employeur, ou eh bien à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'empathie pour vous, pour
votre souffrance peut-être, pour ce que vous pouvez vivre. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé, et ce qui est très important pour échapper un petit peu à ce type d'épuisement professionnel, c'est aussi la reconnaissance. Si vous n'avez pas de reconnaissance au sein de votre équipe, il y a un problème. Il faut déjà peut-être instaurer un dialogue avec vos collaborateurs ou vos managers et voir peut-être faire un état de la situation, peut-être qu'il y a un manque de clarté au niveau des objectifs, au niveau de votre poste, des missions, des activités. Donc, il serait peut-être intéressant déjà d'essayer d'instaurer ce dialogue-là. Et ensuite, derrière, si le dialogue n'est pas possible, bien envisager peut-être de vous tourner vers un secteur ou une autre entreprise qui est davantage en lien avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, et que vous ayez justement dans ce nouveau poste la reconnaissance que vous méritez, que chacun mérite dans son travail. Alors, pouvons-nous recevoir les éléments de discours que vous avez ajoutés à votre présentation? Il n'est malheureusement pas possible de vous envoyer nos notes. Vous aurez cependant la possibilité de revoir, comme on avait dit, le webinaire. De tous les webinaires d'ailleurs de la semaine. Alors, je vois qu'il y a une question, Olivia, c'est comment l'apporter auprès de son employeur sans que cela joue contre nous? Alors, comment l'apporter? Mais du coup, quelle est la pathologie du jour au travail que vous souhaitez apporter à votre employeur? Moi, je dirais, peu importe l'une des trois, commencez par passer par la médecine du travail, toujours vous référer aux professionnels de santé qui, eux, après, vous indiqueront les marches à suivre auprès de votre employeur. Tout à fait. Et puis, si vous souhaitez parler d'une dissatisfaction ou d'une souffrance au travail, il est important de pouvoir avoir ce dialogue avec votre employeur. Et si votre employeur est complètement fermé, qu'il refuse ce dialogue, là, il y a peut-être d'autres types de questions à se poser. Est-ce que vous êtes bien dans cette entreprise? Est-ce que c'est une entreprise où vous avez envie de continuer votre carrière? Alors, est-ce que les employeurs deviennent attentifs et actifs en termes de prévention contre ces risques d'épuisement professionnel? Alors, ça dépend des entreprises, Monsieur Dourneau, mais en effet, il y a beaucoup en ce moment de mise en action des entreprises, des employeurs, pour justement améliorer le bien-être des salariés, leur engagement à l'entreprise, les motivations et justement la prévention des risques d'épuisement professionnel ou des risques psychosociaux également. Il y a des formations qui sont possibles au sein des entreprises. Vous pouvez même vous-même le solliciter pour si vous êtes manager pour vos collègues managers ou bien même pour votre équipe. Alors, je vois que tu as répondu à certains. Peut-on passer un test MBI sans passer par un professionnel? Alors, c'est une question très intéressante. Disons qu'il y a plein de choses qui sont possibles sur Internet, mais au niveau de la fiabilité, voilà, je n'en parlerai pas. Ce qui est, je trouve, le plus cohérent, c'est vraiment d'aller voir un professionnel de santé qui est là aussi pour écouter vos propos, qui est là pour écouter ce que vous vivez actuellement, qui pourra vous conseiller également et qui pourra, s'il en ressort un besoin, mettre en place des questionnaires, des tests pour évaluer justement votre niveau d'épuisement professionnel. Mais je pense que tout ce qu'on a besoin en premier lieu, c'est d'une écoute attentive et surtout de l'empathie, de la bienveillance. Et vous pouvez trouver cela auprès des professionnels de santé. Alors Maëva, je vois que tu réponds à Florian. Oui, j'essaye de répondre au maximum par écrit à ceux où tu n'as pas le temps de répondre à l'oral. C'est parfait. Est-ce que l'employeur peut jouer à l'ascenseur émotionnel et utiliser contre nous sur un entretien professionnel ou individuel? Sachez qu'ils n'ont absolument pas le droit.
Voilà, ça c'est quelque chose, comme vous avez pu voir, ce sont normalement des entretiens qui restent neutres, qui restent dans la bienveillance. On ne peut pas utiliser, par exemple, le fait que vous ayez vu votre manager pour lui parler d'une souffrance en travail contre vous, en tout cas dans un entretien professionnel ou individuel. Par contre, ça peut être un sujet qu'il est important d'aborder, c'est-à-dire, vous m'avez fait part d'une souffrance au travail, qu'en est-il? Il est peut-être intéressant de faire un point là-dessus. Il n'y a pas d'ascenseur émotionnel à mettre en jeu. Par contre, si vous, dans votre vie, vous sentez justement que vous avez une humeur timique qui va varier, que ce soit au niveau vraiment personnel ou bien au sein du travail au niveau professionnel, c'est peut-être des signes justement de symptômes d'une personne qui peut rentrer en situation d'épuisement professionnel. Et là, il est important de se poser, de s'arrêter et de réfléchir et de se poser des questions qui sont, que nous avons évoquées justement dans le webinaire. Donc, voilà, quel est le sens que je donne à mon travail actuellement? Est-ce que je suis satisfait de mon travail? Quelle est la finalité de mes activités? Quel est l'intérêt? Est-ce que je me sens en cohérence avec la politique de mon entreprise? Si les réponses sont oui, alors peut-être que la difficulté vient d'autre part, mais si les réponses sont non, il y a des risques d'épuisement. Donc là, il faut se poser les bonnes questions pour en sortir. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui a un sens pour moi? Est-ce que je suis toujours compétent? Quelles sont les motivations, les valeurs? Voilà. Ça, c'est des questions qui sont justement importantes pour tout le monde d'ailleurs, même pour les personnes qui ne se sentent pas en situation d'épuisement professionnel. Il faut toujours prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir pour soi et de s'écouter, de s'entendre. Souvent, on a des rythmes effrénés au travail, on n'a pas forcément non plus le temps dans les week-ends et soirées de pouvoir s'arrêter, de pouvoir penser à soi, mais il est important de faire une pause et de se concentrer justement sur ces questions qui sont extrêmement importantes. Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu? Enfin, je fais un tour d'horizon. Je suis en train justement de revérifier. Alors, je vois une dernière question. La dernière, il me semble. Peut-on faire reconnaître un burn-out en maladie professionnelle? Alors, sachez que le trouble psychosocial, justement, peut être sous certaines conditions reconnu comme maladie professionnelle. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être, disons, vu que c'est une dégradation du rapport d'un salarié à son travail, c'est plutôt un syndrome d'épuisement physique, émotionnel et mental. Donc, il faut que ce soit reconnu par les professionnels de santé comme justement maladie professionnelle. Est-ce que nous avons oublié des questions? Ah, ils sont tout en haut, Maëva. Alors, agent du service public, qui peut-on solliciter? Votre service RH est votre premier interlocuteur pour les agents du service public. Ou sinon, votre professionnel de santé personnel, comme par exemple votre médecin traitant. Si jamais ça va jusqu'à des risques, des symptômes somatisés, donc qui se traduisent sur le corps, sur votre quotidien. Alors, quel organisme pouvez-vous conseiller pour un bilan de compétences qui soit efficace et habitué aux situations de burn-out?
le bilan de compétences est-il pris en charge financièrement? Alors, sachez que tous les interlocuteurs qui sont sur la diapositive actuellement sont des établissements qui sont certifiés justement par France Compétences et qui peuvent tout à fait répondre à des problématiques de burn-out et qui peuvent vous aider. Donc, tous les interlocuteurs sont là, on fait partie. Et ils peuvent vous conseiller justement sur l'efficacité d'un bilan de compétences dans votre situation ou d'un autre type peut-être de bilan ou notre voie professionnelle. Au niveau de la prise en charge financière, alors, vous avez votre compte personnel de formation qui peut être utilisé pour un bilan de compétences, mais avant d'utiliser votre CPF, nous vous conseillons forcément de d'abord vous adresser à votre conseiller en évolution professionnelle qui va vraiment vous aider à savoir si c'est la meilleure solution, si c'est le process à faire en premier lieu ou s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent être possibles avant. Est-ce qu'il est nécessaire de prendre un avocat? Alors, pas en tout cas dans un premier lieu. Au niveau, ensuite, si vous souhaitez partir en contentieux avec votre entreprise, c'est un autre sujet. Sachez en tout cas qu'au début, tout ce qui est bilan personnel et voilà, conseiller en évolution professionnelle, il n'y a pas besoin d'avocat. Ah putain, ok. Alors, tous ces symptômes, burn-out, bore-out et burn-out, reflètent bon nombre de malaises dus à un problème d'organisation et ou de management de l'entreprise. Qu'est-il donc prévu au niveau de nos directions d'entreprise? Bon, ça dépend de chaque entreprise. Il est difficile pour nous de répondre à cette question. Sachez en tout cas que si vous ressentez que le problème vient de l'organisation même et ou du management de votre entreprise, il est intéressant d'instaurer un dialogue. Et ça, c'est tout à fait possible. Et justement, leur demander quelle est la direction que l'entreprise souhaite donner pour pallier justement ces risques psychosociaux. Il y a des formations qui sont possibles, il y a des sensibilisations, voilà. Il y a plein de choses qui sont possibles, il faut que l'entreprise se mobilise là-dessus. Impossible de poser ma question, ouais. Est-ce normal? Mais je pense qu'elle est au-dessus après la question. Ah oui, pardon. Non, pas d'empathie. Le CEP est-il accessible aux fonctionnaires en arrêt pour épuisement professionnel et le bilan de compétences? Le bilan de compétences, évidemment que oui. Et de toute façon, le CEP... Il faut de toute façon que vous passiez en qualité de fonctionnaire par votre service RH dans un premier temps. Le bilan de compétences est tout à fait possible, par contre, pour les fonctionnaires. Mais encore une fois, il est important d'abord avoir un échange avec votre service RH ou bien un autre type, voilà, dans les institutions qui sont toujours sur la même slide. Mais voilà, avant de vous engager et d'engager des frais, parce qu'un bilan de compétences, c'est une prestation qui est payante, ayez d'abord un échange avec un interlocuteur de la formation professionnelle. Alors, peut-on, à la suite d'un épuisement professionnel avec état dépressif, avoir une inaptitude professionnelle par la médecine du travail que je vais voir cet après-midi après un an d'arrêt? Alors ça, ce sont des questions qui sont très personnelles. On ne peut pas répondre par une généralité, en tout cas. Sachez que ça dépend, par exemple, aussi si vous avez ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des troubles associés à votre épuisement professionnel, à votre dépression. C'est votre médecin ou un psychiatre peut-être du travail qui pourra répondre et mettre en place un plan d'action
d'action spécifique à votre problématique. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et important de pouvoir s'adresser aux institutions de santé. Alors, je vois qu'il y a une question. Où se renseigner pour rencontrer une psychologue du travail? Donc, là, il faut encore une fois se rapprocher de la direction de votre organisme, de votre employeur et voir avec lui vers qui vous pouvez vous orienter. Il y a également la médecine du travail. Et si jamais vous allez, par exemple, voir un psychologue qui est dans un cabinet en extérieur, c'est une démarche du coup que vous faites personnellement sans passer par votre entreprise ou par la médecine du travail. À ce moment-là, il faut bien vérifier que le psychologue a ce qu'on appelle un numéro ADELI, qui signifie qu'il a réellement le titre de psychologue. Bon, je pense que de manière générale, nous avons fait le tour. Ah oui, on a répondu à la question sur la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle. Zut. Du coup, pour répéter pour la personne, ça peut être, oui, reconnu comme une maladie professionnelle, mais sous certaines conditions, parce que c'est justement un syndrome d'épuisement physique, il y a émotionnel, il y a le mental, c'est une dégradation du rapport du salarié à son travail. Il y a certaines conditions qui ne sont uniquement traitables que par les professionnels de santé pour être reconnu ou non en maladie professionnelle, et ce n'est pas un cas général, c'est un cas individuel vraiment par rapport à votre situation, à vous. Voilà, là je pense qu'on a fini, me semble. Ok. Bon, s'il n'y a pas de nouvelles questions, nous vous remercions beaucoup d'avoir participé à ce webinaire qui sera diffusé ainsi que tous les autres ultérieurement. Voilà. Nous espérons que nous avons pu répondre à vos questions et vos sollicitations et que nous avons été assez complets dans nos explications. Merci à toi, Olivia, pour ce dynamisme de présentation. Merci à toi aussi. Merci à vous et bonne journée. Une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.